Hello, bienvenue dans cet épisode 3 de Vroom Vroom, dans laquelle je vais te raconter la fin de l'histoire sur mon avortement, puisque je n'ai pas pu raconter la fin sur le trajet retour la dernière fois, parce que le téléphone s'est décroché et que j'ai pas eu la possibilité de m'arrêter avant d'être chez moi pour pouvoir finir ce récit. Et du coup, les raisons qui après ont fait que je me suis retrouvée en arrêt là début mars et qui sont liées. Hein. Les raisons sont liées. Il n'y a pas que ça, mais c'est lié. Donc je te disais que voilà, on arrive du coup jeudi matin, jour de l'avortement, j'ai pris les médicaments, juste dans la chambre d'hôpital, et au début j'ai quelques douleurs, mais je me dis c'est rien, puis arrive ces énormes douleurs entre 10h30 et midi, mais quand je vous dis énormes douleurs, c'est vraiment, j'ai regretté de ne pas avoir pris une bouillotte sur moi. J'étais sous antidouleurs, mais les antidouleurs, comme je vous ai dit, je les avais ressortis. Donc, c'était pas comme si genre il y avait vraiment beaucoup d'antidouleurs, tu vois. Genre, c'était très compliqué. Je me suis retrouvée en boule sur moi-même. J'avais Pilou que j'avais coincé ici pour justement m'apporter une odeur réconfortante parce que j'avais mis l'huile essentielle de lavande ainsi que mon parfum préféré dessus. Pourquoi ? Pour justement avoir une odeur réconfortante au cas où ça se passe mal. C'est un moment où j'avais tellement mal, je ne pouvais plus lire. Et pourtant, Dieu sait que quand j'ai mal, d'habitude, lire, ça m'aide à calmer la douleur, à m'apaiser, etc. Enfin, c'est vraiment... c'est quelque chose qui m'aide d'habitude de lire quand je vais pas bien. Ça m'aide aussi bien mentalement pour m'évader dans des soucis de la réalité. Ça m'aide aussi des fois quand je lis des choses inspirées de faits réels, de me dire que quand j'ai peur dans ma vie de tous les jours, en fait, je suis quand même vachement en sécurité par rapport à certaines personnes. Je prends quand même vachement de prudence. Enfin bref. Là, c'est vraiment un échappatoire. Donc là, on arrive dans ce moment où j'ai tellement mal. Je suis en boule sur moi-même. J'ai mes poings contre mon ventre. Avec mes cuisses, j'essaie d'appuyer une pression en plus sur mes poings pour justement ne plus sentir cette douleur, ne plus avoir mal, ne plus rien sentir, ne plus avoir l'impression que là, en fait, mon ventre est en train de s'auto-déchirer sur lui-même et que juste, en fait, là, je suis en train de crever. Là, vraiment, je me suis dit, mais si je survis à cette douleur, c'est vraiment un truc de fou. Parce que j'avais vraiment super mal. En fait, là, c'était un pot où j'avais qu'une envie, c'est qu'en fait, on m'arrache l'utérus. On m'enlève tout. L'utérus, les ovaires, les trompes, tout. Qu'on m'enlève tout. Que je n'ai plus à ressentir cette douleur de ma vie. Et, ouais, ça a fini par se calmer entre 11h30 et midi. Comme je te disais la dernière fois, normalement, j'étais censée appeler les infirmières toutes les 30 minutes. À ce moment-là, je l'ai appelé qu'une fois dans l'heure. Et comme elles devaient avoir d'autres patients à gérer, elles n'ont pas forcément vu que voilà, que je ne savais pas appeler. Mais ouais, ça avait été très 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 compliqué. Et du coup arrive ce moment à midi où elle me demande où ça en est. Et du coup j'avais aussi fait des allers-retours entre le lit et les toilettes, parce que des fois être assise, enfin techniquement assise sur le toilette, mais juste avec le ventre couché sur les cuisses et mes poings au milieu, ça me soulageait mieux que dans le lit en boule, etc. Et du coup, comme il devait vérifier le flux de sang, etc., on ne devait pas tirer la chasse avant qu'elles aient pu vérifier, etc. Et donc, je sais plus si c'est à midi ou à midi et demi, midi et demi, je crois, que je les appelle. Et je lui dis, là, je suis dans le lit, mais tout à l'heure, j'ai été aux toilettes et votre collègue, ce matin, parce que du coup, il y a eu une relève entre 9h et 10h, je crois. Et votre collègue m'a dit qu'il fallait bien que je laisse dans les toilettes, que vous puissiez vérifier et tout. Et donc là, arrive midi et demi. Et midi et demi, c'était la dernière visite avant la sortie d'une heure, normalement. Tu vois ? Et là, midi et demi, l'aide-soignante ou l'infirmière, parce que je sais pas si c'était une aide-soignante ou une infirmière, je vous avoue, c'était pas écrit sur les fichiers, etc., donc je ne sais pas, qui va voir dans les toilettes et qui me fait « Ouh, mais vous avez pas d'enseigné que ça ?» Et là, moi, dans ma tête, je me dis « Attends, mais avec la chance que j'ai, dis-moi pas que je suis en train de faire partir des 3% de femmes sur le Kilimbidoc il échoue et qu'il va falloir qu'en plus je passe sur la table d'opération pour me faire enlever ça. » Tu sais, je venais prendre conscience, du coup, parce que j'étais dans une espèce de déni / dissonance cognitive, où genre je pensais être
dans un rêve, même une sorte de déréalisation, je sais pas, où j'ai passé tout le début du mois pendant un rêve, là j'avais tellement mal au pied, j'ai compris que c'était des douleurs, parce que du coup, une fausse couche ou un IVG, ça revient à avoir les douleurs d'un accouchement, d'accord? Que ce soit volontaire ou non, c'est les douleurs d'un accouchement. Donc déjà, je voudrais tirer un chapeau bas à toutes les femmes qui sont capables d'accoucher sans péridurale. Parce que moi, honnêtement, je vous le dis tout de suite, ça va pas être possible. Ça va pas être possible d'accoucher sans péridurale. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Nope. Oh putain, il y a encore des vélos. Genre vraiment, la douleur que j'ai vécue ce jour-là, alors je peux pas encore la ressentir, mais je me souviens de l'état dans lequel ça m'a mise. Je refuse, mais je refuse catégoriquement d'avoir à revivre ça une fois dans ma vie. Je l'ai vécu une fois, c'était trop. D'accord? Et donc, du coup, l'infirmière qui me dit ça, qui me dit, attendez, j'appelle ma supérieure, qu'elle puisse vérifier et qu'on prenne une décision. Donc là, elle part, elle revient 2 minutes après. Sa supérieure dit, oui, effectivement, elle me dit, dans votre protection, je dis, je m'enferme dans la salle de bain le temps que je l'enlève, parce que je suis un peu pudique. Elle me dit, oui, pas de souci, donc je m'enferme dans la salle de bain, je l'enlève, je la laisse à côté du lavabo, pour qu'elle puisse voir. Elle voit, elle dit, ah oui, ça caillote, mais ça caillote pas beaucoup. Attendez, je vais voir avec le médecin, on va peut-être vous garder plus longtemps. Et elle dit à sa collègue, apporte plus de quoi manger. Donc sa collègue me demande si je veux plus de sucré ou du salé. Pour le coup, je suis pas un bec sucré, donc je demande du salé. Je me retrouve avec une petite salade, un petit bout de pain, une petite compote. Elle me demande si je veux aussi un cacao avec. Je dis oui. Donc j'ai un cacao, j'ai toujours mon pichet d'eau du matin que voilà, je peux remplir à l'occasion au lavabo de la salle de bain. Hein. Donc je suis loin d'être mal, quoi. Donc je mange mon petit repas de midi et tout. Je la rappelle après le truc et tout. Elle voit que je ne saigne pas plus. Que les protections sont toujours plutôt clean, tu vois. Genre ça caillote, mais il n'y a pas de vraiment gros caillots qui pourraient signaler que c'est fini. Donc elle a appelé le médecin lui a dit non, mais laissez-la rentrer chez elle. Ça peut encore arriver sous 2 jours après le retour chez elle. Donc j'envoie un message à mon amie qui était censée passer me chercher, coucou Marie si tu passes par là, qui me dit que du coup elle arrive, elle vient en chemin, je dis de toute façon tu as le temps, elle m'a pas encore fait le papier de mon arrêt de travail pour la fin de semaine parce que vu les douleurs que je venais de vivre, je ne comptais clairement pas retourner au travail le vendredi samedi. Donc elle me fait l'arrêt pour le jour même, en plus elle me font une feuille d'hospitalisation pour signaler que j'étais bien à l'hôpital et que non, je ne suis pas allée au travail parce que en fait j'étais à l'hosto, c'était pas juste pour les invalider. Et c'est tout. Elle me redonne aussi une ordonnance pour faire contrôler que l'IVG s'est bien passé. En gros, que ça a bien fini par être sorti et tout. Je sors de l'hôpital. Si aussi à midi, elles m'ont aussi redonné un antidouleur. Elles m'ont donné une bouillotte, elles m'ont redonné un antidouleur. Antidouleur qui a fait son effet, parce que cette fois-ci, c'était par Doliprane. Parce que du coup, il faut alterner entre paracétamol et ibuprofène. Donc, elle m'avait de Doliprane, du paracétamol. Donc là, pour le coup, elles avaient bien pris de l'ibuprofène pour justement que ce soit plus fort et que je puisse à peu près tenir debout. C'était clairement ça. C'était que je puisse tenir debout et que je survive. Parce que là, pour le coup, je me sentais vraiment très très mal. Et puis, elles m'ont eu sur ma gueule quand elles m'ont fait manger, elles m'ont donné un truc. Elles m'ont dit, on va voir avec la médecin. Et donc, du coup, elles me laissent sortir. Je finis par avoir mon arrêt, mes ordonnances, etc. Évidemment, je tiens le monsieur au courant. Je tiens aussi les copines qui étaient au courant de ce qui se passait le jour même. Je les tiens au courant. Je leur dis que je suis sortie, que truc et tout. Je finis par sortir, j'arrive chez moi, il est 3h de l'après-midi. Donc en gros, j'ai eu l'autorisation de sortir à 1h30, mais le temps que je récupère tous les papiers, quand mon ami arrive, il était entre 2h, 2h15, et après le temps qu'on rentre chez moi, vu qu'il y avait du trafic sur la route, voilà, je suis arrivée à peu près à 3h. Et là, à 3h, je prends une crise de douleur. Mais une crise de douleur, quand je suis chez moi, directement je vais sur les chiottes. Je cherche pas à comprendre, je vais sur les toilettes.
Et, et quand je vais aux toilettes, je sens qu'il y a des trucs qui sortent, mais j'ai toujours mal, je souffre, ça mère. Un peu moins parce que j'ai le médicament, mais je souffre, j'ai mal, j'ai des migraines, je me sens clairement comme un premier jour de règle. Genre clairement, je me sens anémiée, je suis pas bien. Mais c'est normal que je sois pas bien, on m'avait prévenu de ces douleurs, on m'avait prévenu de ces choses-là, c'est moi qui les avais pris à la légère en me disant non mais ça va passer, patati patata. Non, 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 clairement, ça met très longtemps à passer. Et, à un moment, je me sens un peu mieux, assez mieux pour me lever et me dire bah je vais aller me coucher au lit. Je vais aller me mettre au lit en attendant d'être assez en forme pour me lever et aller continuer la suite de ma journée. Spoiler alerte, quand je me suis levée des toilettes, j'ai quand même eu le réflexe de regarder ce qu'il y avait dedans. Et là, je vois un caillot qui semble un peu différent des autres. Donc avant de tirer l'achat, je le prends en photo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Honnêtement, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je sais pas, j'ai vu le truc, je me suis dit, attends, mais il y a moyen que ce soit ça. Et du coup, je l'ai pris en photo. C'est totalement irrationnel, c'est dégueulasse, mais j'ai toujours la photo dans mon téléphone. Je ne vous la mettrai pas parce que on va pas se mentir, c'est pas forcément le genre de truc hyper glamour à montrer, mais si il y en a qui sont intéressés pour pouvoir la voir, dites-le moi en commentaire, donnez-moi vos instants en commentaire si vous les avez pas et je vous l'envoie, il y a pas de souci. Mais ouais non, j'ai pris cette photo et je me suis dit sur un malentendu, c'est ça. Puis j'ai été au lit, j'ai appelé le travail, j'ai pu récupérer du coup l'adresse mail de la personne responsable de récupérer les arrêts, etc. Donc j'ai mis 1 heure et demie à envoyer l'arrêt, d'accord. 1 heure et demie parce qu'il fallait me lever, aller vers l'imprimante. Vers l'imprimante, j'étais assise en boule par terre parce que malgré les médocs, ça fait mal, clairement mal. Parce qu'on était en jour 1 et après c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je crois que les autres jours ce que j'ai fait c'est que je me suis levée, j'ai été manger aux heures de repas, je me recouchais soit avec un livre, soit avec une série, soit avec YouTube ou avec scroller sur TikTok, mais je pouvais me lever pour aller manger et aller aux toilettes, c'était déjà un succès. Donc je vous avoue que j'en ai pas forcément demandé plus, hein. Je le reconnais parce que c'était déjà un succès en soi et c'était incroyable. Et dès le lundi, je suis retournée au travail. Mais je suis retournée au travail en sachant que rester debout n'était clairement pas possible pendant 12 jours. Je suis caissière, on a des caisses automatiques au boulot. Je vous assure que là, les caisses automatiques, c'était pas possible. Mes collègues ont essayé, une responsable a essayé de m'y mettre. 10 minutes après, je m'asseyais par terre. Je m'accroupissais par terre quand il n'y avait pas de clients. J'en suis plus, elle venue me voir, il m'a dit ça va pas, je lui ai dit non ça va pas, j'ai dit au collègue que je pouvais pas rester debout, là je suis déjà sous médoc, je peux pas prendre un deuxième médoc avant, et là je prenais mon téléphone et je lui montrais, je disais regarde, le chrono il est là, les médocs ils sont dans ma poche, ma bouteille d'eau tu la vois à côté de moi, j'attends que de ça pour en reprendre un autre, je ne peux pas rester debout. Donc le gars de la sécu plus ma collègue de l'accueil, du coup, c'était pas une collègue gentille, un responsable à l'accueil du coup a fini par me changer de poste, etc. Puis après je me dis mais c'était ça, t'avais qu'à prendre plus d'arrêts. Je dis mais l'hôpital ils ont pas voulu me mettre plus d'arrêts, mon médecin traitant il est en vacances, les téléconsultations ils m'auraient pas mis plus d'arrêts en fait, ils m'auraient mis 3 jours, alors que tous les 3 jours j'allais en téléconsultation, c'est bon. Tous les 3 jours je perds 3 jours de carence, non merci. Donc je suis revenue au travail, 10 jours après, 12 jours après exactement, j'ai commencé à ne plus avoir de douleur. Et, et du coup, 15 jours après, je fais la prise de sang. La prise de sang décisive, les bêta-HCG de nouveau pour voir si ils sont toujours aussi hauts ou si le médicament a marché. Parce qu'il y a quand même cette possibilité que le médicament marche sous 48 heures. Il n'a pas marché durant les 7 premières heures, mais c'est pas forcément un échec qu'il n'ait pas marché pendant les 7 premières heures, tu vois. Et du coup, je prends cette prise de sang. Et un peu paniquée, tu vois, je demande à Lena qui fait la prise de sang. Oui, les résultats, je les aurai, vous pensez quand, ce soir, demain, dans quelques jours? Non, ce soir, vous les aurez. Ok, nickel. Et là, j'attends impatiemment jusqu'au soir. C'est-à-dire que le matin, je faisais 8h, 14h. À 14h, je suis sortie de table, j'avais même pas mangé. Je suis allée faire ma prise de sang. Et
Et ensuite, je suis rentrée chez moi, je me posais et tout. Et, et le soir arrive, et la prise de sang. Alors, comme j'étais techniquement en fin de grossesse, un truc et tout, il fallait que la prise de sang soit à moins de 1000. À moins de 1000. Elle pouvait pas être à 0 parce que vas-y, les tours courts, il y a encore des hormones à attacher. Il fallait que ce soit à moins de 1000 et je crois que mon résultat, il était entre 200 et 500. Donc là que je comprends qu'effectivement, c'est bon, je m'en suis sortie. Je pleure une énième fois. Cette fois-ci, je pleure de joie. Je prends le screen de la photo, je l'envoie à Elisa, je l'envoie à monsieur aussi, pour leur dire c'est bon, c'est fini. On s'en est sorti, ciao quoi. Et après, je ne voulant plus penser à ça et ne voulant pas digérer toutes les choses qui venaient de se passer, je me réfugie dans les sorties en boîte, dans l'alcool, clairement, et dans le sexe avec un sex friend, clairement. Voilà. Je me réfugie là-dedans parce que je voulais pas y penser, je voulais penser à rien, je voulais plus revenir dessus, c'était trop tôt, truc et tout. Mais en même temps, de l'autre côté, j'avais quand même envoyé un message à ma psy. Et ma psy, elle me voit quand même 2 semaines après la fin de ces événements. Oui, elle me voit à peu près le 23 septembre. Entre le 23 et le 25 septembre. Alors attendez, là, il y a une espèce de Clio à que dalle à cause des travaux. Et en fait, quand je vais voir ma psy la première fois, elle m'écoute bien, elle me dit ouais, c'est bien. Et là, je lui raconte à quel point ça me fait mal d'avoir perdu cet enfant, que oui, j'y ai pas été forcée, que oui, cette décision l'a prise à deux, que voilà, mais que moi, en fait, j'ai quand même l'impression d'avoir perdu un bébé. Et là, ma psy qui me sort cette phrase absolument magique de bah non, mais vous avez pas perdu un enfant, parce que si c'était un enfant, vous auriez pas pu faire votre IVG. Ça faisait 2 semaines. Je vous rappelle que j'avais confirmation que j'avais plus cet enfant dans le ventre. Et ça faisait 1 mois que j'avais eu l'impression de mourir dans cette chambre d'hôpital et on me sort ça à la gueule. Sur le moment, je dis rien, j'encaisse. Je me dis, vas-y, c'est peut-être moi, je suis trop sensible et tout, qui prend trop le truc en pied de la lettre et tout. Je me dis, oui, c'est vrai, mais c'est pas ce que j'ai besoin d'entendre. Elle me dit, oui, il faudrait bien que vous soyez capable de l'entendre. Je fais oui. Mais là, pour l'instant, c'est parce que j'ai besoin d'entendre, c'est trop tôt, c'est trop court. Je reprends quand même un rendez-vous avec elle le mois suivant. Le mois suivant, je lui reparle que ça va un peu mieux, mais que c'est pas fou, que j'ai encore ce réflexe de mettre mes mains sur mon ventre pour essayer de sentir s'il y a quelque chose et tout. Enfin, que j'ai vraiment un gros manque, tu vois. Genre, j'ai conscientisé. En fait, pendant tout ce mois-là, j'ai conscientisé le fait que ce qui m'était arrivé, c'était bien réel. J'ai arrêté la déréalisation. J'ai essayé de faire en sorte d'accepter ma dissonance cognitive pour que ce soit moins violent de moi à moi, que je puisse mener à peu près une vie normale. Et j'entre en octobre, du coup, et je lui redis ces choses-là, et elle me redit ça. Elle me dit non, mais à un moment, il va falloir que vous compreniez que ce n'était pas un enfant. Vous ne pouvez pas considérer ça comme la perte d'un enfant, c'est vous qui avez fait ce choix. Si c'était vraiment un bébé, vous n'auriez pas pu avorter. Et là, je la regarde, je lui fais oui, ça je le sais, biologiquement parlant, on est d'accord, c'était pas un bébé. Éthiquement parlant, c'était pas un bébé. Mais moralement parlant, moi, je le sens comme si j'avais eu un enfant que je viens de perdre. Et elle me fait oui, mais il va falloir arrêter ça, vous soyez capable de comprendre les choses. Et là, je lui dis oui, j'en suis capable. Mais là, pour l'instant, c'est trop tôt. Ça fait qu'1 mois et demi que je sais que l'enfant, il est parti. Ça fait 2 mois qu'il est vraiment parti. C'est trop tôt, c'est trop jeune. Les choses, je les vis c'est encore trop frais, tu vois. Je suis encore en train de faire le deuil de mon enfant et tout il faudrait que ça soit déjà terminé. Simplement parce que j'ai voulu faire cette procédure parce que je ne me sentais pas capable d'avoir un enfant. Et là, je vous avoue que ça a été la goutte de trop et j'ai arrêté de voir ma psy. Elle avait recalé un rendez-vous sur novembre, au moment où je devais aller la voir en novembre, parce que je me suis dit jamais 203, je vais lui laisser un 3e espoir. Au dernier moment, mes responsables changent de horaire de boulot, j'ai pris ça comme un signe de il faut pas que tu retournes la voir. Je ne suis pas retournée la voir, je vais faire un message en disant que si j'avais besoin, je reviendrai la voir. Mais que là, pour l'instant, entre le boulot et tout, c'est trop compliqué. Avec l'approche de Noël, ça allait être trop compliqué. Je préférais autant laisser tomber que ça allait mieux que basta.
J'ai continué à sortir, à boire tous les week-ends, plus quelques fois en semaine aussi, dès qu'il y avait une occasion. Hein. Je ne vivais pas en semaine toute seule. Ça, je ne l'ai pas repris. Alors que j'aurais très bien pu, mais ça, j'ai eu la force de ne pas le reprendre et j'en suis assez fière. Et j'ai fait tout ça jusqu'à peu près début décembre, où une fin de soirée, je me suis retrouvée à conduire en pleurant et un chauffard est arrivé en face de moi. J'ai voulu l'éviter. En l'évitant, j'ai tapé un trottoir. J'ai perdu momentanément le contrôle de la voiture. D'accord. Et donc, je me suis pas pris le chauffard. Donc, ça aurait pu être pire. J'ai perdu momentanément le contrôle de la voiture. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis souvenue de quelque chose qu'il m'avait dit. Mon père, il m'avait dit, quand tu perds le contrôle, les 3 quarts des gens qui ont un accident, c'est pourquoi? C'est parce que quand ils perdent le contrôle, ils regardent là où ils ne veulent pas aller. Ils regardent le fossé, le talus, le trottoir, là, quoi que ce soit. Si tu restes concentré sur la route, ton corps, il va faire ce qu'il faut et tu vas reprendre le contrôle et tu vas rester sur la route. Alors, quand j'ai senti que je perdais le contrôle, mon réflexe, ça a été de fixer la route. J'ai fixé la route et je ne sais pas comment, mais en quelques secondes, j'ai repris le contrôle de la voiture comme de rien. Il y avait un parking plus loin, 200, 300 mètres plus loin. Évidemment, je me suis arrêtée sur le parking, le temps de pleurer, de reprendre mes esprits, de mesurer la chance que j'avais eue, de remercier Dieu, qui m'a clairement sauvée, de remercier mon père, de nous avoir rabâché ce truc encore et encore quand on était petit, et qui m'a probablement sauvé la vie ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté la boîte de nuit. J'ai progressivement arrêté de boire. C'est-à-dire qu'au début, je continuais à beaucoup boire en soirée, puis plus rien. Au bout d'un moment, plus rien. Petit à petit, je commençais à boire de moins en moins, jusqu'à arriver en janvier-février à boire très très peu. Février où j'ai eu on va dire une espèce de conflit personnel, dans le sens où j'ai une responsable qui m'a fait une remarque qui n'était pas du tout appropriée. Enfin, une remarque qui était techniquement appropriée, mais la manière dont elle l'a fait, c'était pas approprié. Et en fait, après, pour le transmettre du coup aux autres responsables, etc., qui m'avaient fait la remarque, elle a écrit un mot qui, lui, par contre, était totalement inapproprié. J'ai eu malheureusement connaissance de ce mot et la malchance qu'elle a eue pour elle, c'est qu'elle a fait ça le jour de l'anniversaire de mon parrain. Mon parrain qui est décédé il y a un peu plus de 15 ans maintenant et qui est un de mes guides spirituels. Quand je tire les cartes, je sais qu'il fait partie des personnes qui sont là. Quand je suis avec ma mère à certains endroits où il y a une où il a vécu des choses fortes, où il a vécu, au contact de personnes que lui connaissait aussi et qu'il appréciait, il se manifeste à moi. Vous pouvez pas croire à ces choses-là. Mais je me souviendrai toujours de ce repas de famille. Où un des tontons a fait une blague beauf où personne n'a ri et j'ai entendu mon parrain partir en fou rire comme s'il était là juste derrière moi à côté de mon oreille. Et à partir de ce moment-là, alors au début, je pensais pas. Je me suis dit, ça y est, je suis totalement en train de tourner la boule. Ça a plu. Et c'est là-dessus que Morgane m'a beaucoup aidée parce qu'elle est bien plus penchée dans la Wicca, l'ésotérique, tout ça que moi. Et elle m'a dit, non, mais c'est possible. Ce genre d'apparition-là, il n'y a que tes guides qui peuvent faire ça. Donc là, j'étais là. Donc là, t'es en train de me dire que mon parrain, que j'estimais comme si c'était mon deuxième père, est en train de continue de me guider toujours aujourd'hui. Elle me fait oui. Et donc là, je me suis penchée un peu plus sur mes talents, tout ça. Et en fait, il se révèle que j'ai potentiellement des talents pour tirer les cartes du pendule, etc., que je n'exploite pas parce que je prenais pas le temps de me poser. Par exemple, j'avais eu 2 semaines de vacances en octobre, 2 semaines de vacances, donc 3 week-ends. Est-ce que sur ces 3 week-ends, il y en a un où je ne suis pas sortie? Non, je suis même sortie en semaine sur ces week-ends-là. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
j'étais clairement pas reposée. Donc du coup, entre ce qui s'était passé au travail, mais ça, ce qui s'est passé au travail, je vous referai un épisode plus complet, clairement, parce que mais je le ferai une fois que j'aurai terminé le travail, sans citer où je travaillais, etc., sans citer de nom de personnes avec qui je travaillais. Mais ouais, entre le travail, les événements d'août, le fait que je ne me sois pas reposée derrière et que j'ai continué de manière à ne pas y penser, au bout d'un moment, mon corps il a fait shutdown. Et quand il y a eu cette remarque, le jour de l'anniversaire de mon parrain en février, j'ai appelé mon médecin, je lui ai dit là, il me faut un rendez-vous en urgence, si possible, pour avoir un arrêt de travail. Ben, samedi, c'était un jeudi. La médecin me dit, ben, j'ai pas de rendez-vous avant mercredi prochain, plus tôt. C'est mercredi prochain à 8h du matin. Je lui dis, pas de souci, vous me donnez mercredi prochain à 8h du matin. Le mercredi, du coup, j'arrive chez le médecin et tout, je lui explique la situation. Et je fonds en larmes plusieurs fois. Et mon médecin, du coup, me met en arrêt et elle me met également des antidépresseurs. À savoir que ma psy, la fameuse psy qui voulait que j'aie déjà fait mon deuil de mon avortement alors qu'il était encore tout frais, me disait que je n'étais pas dépressive. Que j'avais des phases un peu déprimées et tout, mais que je n'étais pas dépressive. Je pense avoir plutôt un fond de dépression latente, vu la manière dont je me suis enfoncée dans les mauvaises choses, parce que quand je vais pas bien, j'ai tendance à me réfugier dans l'autodestruction et l'autosabotage. Parce que pourquoi pas, tu vois, tant qu'à faire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, clairement, en sortant, alors qu'à chaque fois, mon corps, il était lourd à chaque sortie. J'avais pas forcément envie de sortir, j'avais envie de voir les gens, mais j'avais pas envie d'être lancée dans ces endroits-là. C'est terminé, comme on l'a vu, plutôt mal. J'ai failli avoir un accident lors de ma dernière sortie. Enfin, tu vois, les signes étaient là pour me dire non, là, tu fais des conneries, arrête. Et j'ai continué. Les antidépresseurs, là, à l'heure où je vous filme cet épisode, je les ai finis depuis une semaine. Le sommeil va mieux qu'avant les antidépresseurs. Donc ça fait du bien. À l'heure où je vous parle, je suis toujours en arrêt. Mais là, je sens que je vais assez mieux pour reprendre le travail. Il faut savoir d'ailleurs que j'ai essayé de reprendre le travail une fois en mars, à la fin de mon premier arrêt. En 2 jours de travail, j'ai cumulé non pas une, deux, mais bien 3 crises d'angoisse. Une crise d'angoisse le lundi midi avant de revenir au travail. Une deuxième crise d'angoisse, un début de crise d'angoisse le deuxième jour, le lundi au travail. Au bout d'1 heure et demie de travail, j'ai eu 4 altercations clients. J'étais là, non, je refuse de travailler dans ces conditions. J'appelle le médecin qui me dit qu'elle peut pas avoir de rendez-vous, qu'elle connaît pas les horaires du mercredi de ma médecin, parce que c'est une remplaçante, qui me dit qu'elle doit voir avec elle. Elle me rappelle le mardi midi, sauf que quand elle me rappelle, moi je suis déjà au travail, parce que je savais pas si mon médecin pouvait antidater les arrêts. En fait, c'est avéré que du coup je me suis fait engueuler par la maison. Et le mardi, du coup, j'ai fait une crise d'angoisse au travail, alors que j'avais pas forcément eu l'altercation, mais à un moment, j'arrivais juste quasiment plus à respirer. Donc ça, je sais que c'est un signe de crise d'angoisse. Et du coup, le mercredi, j'ai été au médecin. Du coup, un médecin m'a effectivement dit que j'avais été trop optimiste à vouloir reprendre, que j'avais bien fait de revenir la voir, qu'elle allait me remettre cette fois-ci 1 mois entier en arrêt, comme elle l'avait bien précisé. Et voilà, en fait. Tout simplement qu'on ne renouvelait pas les antidépresseurs et que cette fois-ci, elle ne me laisserait pas le choix de l'avoir avant de reprendre l'arrêt. C'est-à-dire qu'elle m'a donné le rendez-vous pendant qu'on était en rendez-vous. Le prochain rendez-vous, elle me l'a donné pendant qu'on était en rendez-vous pour pas que je puisse gruger et essayer de reprendre et ensuite venir la voir parce que ça ne va pas. Donc je pense être en capacité de reprendre parce que du coup, depuis, j'ai digéré les choses sur l'avortement. Mais je peux vous en parler avec beaucoup plus de distance, parce que ça fera beaucoup moins mal. J'ai réalisé que j'étais clairement face à toute destruction entre le moment où j'ai eu l'accident et le moment où j'ai continué de sortir juste après l'avortement. Et où je n'aurais pas forcément dû sortir, on va pas se mentir. Et puis
Et puis voilà, j'ai pu digérer tout ça, j'ai pu faire la paix avec certaines actions que j'avais faites, j'ai pu faire la paix avec certaines relations qui se sont terminées pas comme je voulais les terminer, pas comme j'aurais aimé qu'elles se terminent. Et j'ai fait la paix avec ça, j'ai remercié indirectement, j'ai remercié l'univers de m'avoir fait vivre quelque part ces choses-là. Pour du coup me permettre de me rendre compte que là, en fait, j'étais vraiment en libre, j'étais en train de faire n'importe quoi et qu'il fallait que ça s'arrête. J'ai remercié l'univers pour toutes les leçons que ça m'avait permis d'apprendre. Parce que ça m'a quand même permis d'apprendre beaucoup de choses et il faut pas le négliger. C'est important. Et du coup, voilà. Voilà, du coup, pour cette troisième et dernière partie, du coup, sur mon avortement et les épreuves que ça m'a fait vivre, comment j'ai géré ça, on va pas se mentir, de la pire des manières, hein, au bout d'un moment. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le monsieur au milieu? Et enfin, je vais pas gérer ça de la pire des manières. En fait, j'ai géré ça de la manière qui me semblait être la meilleure au moment T. Sauf que la manière qui semblait être la meilleure au moment T, quand ça te fait partir en phase d'autodestruction, bah en fait, c'est clairement pas la meilleure. On va pas se mentir. Donc voilà. Et puis voilà. Maintenant, j'en ai retiré des leçons. Je suis beaucoup plus en paix avec tout ça. Je suis devenue même carrément parano avec tout ce qui est test, IST, MST, etc. Mais voilà. Voilà où on en est à l'heure où je vous filme ça. Le 17 avril, 18 avril, quelque chose comme ça. Voilà. Vas-y, double. C'est pas comme si j'étais en train d'accélérer quand t'as doublé. Ah oui, tu vois, je te suis même pareil. Petit coup. Mais voilà, pour cet épisode. Ce sera tout pour cet épisode. Du coup, je vais le terminer là-dessus. Les prochains épisodes, on va aborder d'autres thèmes. Je sais pas encore lesquels, mais on va aborder d'autres thèmes. Voilà, tout simplement. Si tu as des idées de thèmes que tu aimerais que j'aborde, des thèmes ou des idées ou des choses où tu aimerais avoir mon avis et que tu penses que ce serait intéressant pour un épisode de podcast, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Toutes les idées sont bienvenues et j'explorerai toutes les idées à leur manière. J'explorerai toutes les idées. Il vient de doubler entre les vélos là. Mais il est carrément malade. Attends que les vélos soient rapprochés. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Là, il y a le virage, je peux pas les doubler. Je crois que je vais rester tout doucement, tant pis. Mais du coup, voilà. Ce sera tout pour cet épisode de Vroom Vroom. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter, partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'on est bientôt aux 100 abonnés sur la chaîne YouTube. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 94 abonnés. Donc dans 6 abonnés, nous sommes à 100 abonnés et ça vous débloquera le... Mais arrête de me faire signe, si je veux pas doubler, je double pas. Oh, mais tu m'emmerdes. Car je suis obligée d'aller super vite, d'habitude je vais pas si vite. Putain, les vélos qui te font signe de doubler, alors toi t'as pas la visibilité, frérot. J'ai mon père, il m'a dit, il y en a un, il s'amusait à faire ça quand il y avait une voiture en face. Si moi je vois pas, je te doublerai pas, arrête de me faire signe au bout d'un moment. Enfin, je sais pas. Ah, je te jure, ils me saoulent quand ils font ça. Mais du coup, voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Alors attendez, là il y a la prio. Il va la griller, il grille. Putain. Arrêtez de griller cette putain de priorité.
Un jour, je jure, il y a quelqu'un qui va se faire emplâtrer, que ce soit un vélo ou autre chose, ils vont se faire emplâtrer sur la prio. Ils se rendent pas compte. Bref, sur ce, j'espère que cet épisode de podcast, ce n'est pas un podcast. Je vais dire, ouh là là, attendez, je vais me garer. Oh, elle a ouvert en plus. Oh, mais elle est incroyable. Alors attends, faut que je me cale comme ça et qu'ensuite je recule une fois que le vélo est passé. En plus, elle me regarde de travers. Wesh. Ok. Du coup, sur ce, j'espère que c'est... Ok, il y avait une moto. Sur ce, du coup, on va arriver à faire cette conclusion. Moi, je vous dirais oui, donc on va y arriver. Sur ce, allez, j'ai la langue qui bouge, nickel. Sur ce, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter, partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu aimes ton contenu et que si tu aimes mon contenu et que ce n'est pas encore fait. Parce que sans abonnés arrive le concours d'une petite carte cadeau. D'un certain montant, dans une certaine enseigne que je ne vous dévoilerai pas avant le concours. Concours qui sera uniquement réservé aux abonnés YouTube, mais que je dois faire sur une autre plateforme, donc que je ferai sur Instagram, parce qu'on n'a pas le droit de faire des concours sur YouTube. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Vroom Vroom, ou pour une toute autre vidéo. Bye!